BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sincèrement pour ce nouveau Tech Co, la quotidienne, en ce mercredi. Je suis très heureux d'être là à Vivatech pour cette 10e édition. Et oui, ça y est, c'est le coup d'envoi de ce grand salon de la tech. La tech est célébrée chaque année, vous le savez, à Paris, porte de Versailles. Un salon qui fête ses 10 ans, je le disais, avec énormément de monde, énormément d'exposants. Je crois qu'on bat des records cette année. Et au sommaire de ce Tech Co, la quotidienne, tout à l'heure, un invité exceptionnel qui est venu ici à Vivatech et qui va répondre à nos questions. Il s'agit de Christophe Fouquet. Christophe Fouquet, le PDG d'ASML. ASML, c'est une boîte incroyable, européenne, qui fournit en fait toute l'intelligence à des fondeurs comme ST Micro ou TSMC, l'intelligence de fabriquer des puces qui après arrivent dans votre ordinateur, dans votre télé, dans vos smartphones et qui nourrissent aussi l'intelligence artificielle. Interview exceptionnelle de Christophe Fouquet tout à l'heure. Autre interview très intéressante, ce sera celle d'Alexandre Lebrun, qui est le CEO d'Amilabs. Amilabs, vous savez, c'est cette boîte d'intelligence artificielle conçue et pensée par Yann Lequin, qui imagine évoquer et créer une intelligence artificielle globale. Il va nous expliquer tout ça tout à l'heure, Alexandre Lebrun. Puis dans un instant, ce sera notre débrief de l'ActuTech. Quelles sont les tendances de ce Vivatech? On va en parler avec nos experts. Un grand merci d'être là. C'est parti pour Tech Co, la quotidienne. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà, et pour débuter ce Tech Co, la quotidienne depuis Vivatech, notre débrief avec deux personnalités, deux voix que vous connaissez bien. Bruno Guglielminetti qui est avec nous. Salut Bruno. Salut, heureux d'être sur le plateau. Te voilà en Europe. En vrai. Nous n'allons pas te lâcher. Ah, s'il vous plaît. On va te kidnapper. Ah non. Et tu vas rester là. T'as vu comme c'est sympa la canicule ici à Paris? Oui, ça me rappelle vaguement Montréal. Eh ben voilà. C'est pareil. Bruno, ça fait plaisir de te voir en tout merci, cas. Très heureux de retrouver. Puis surtout d'avoir la chance comme ça de vivre en vrai Vivatech. Bruno Guglielminetti qui est journaliste et animateur du carnet de l'actualité numérique et de tes 120 secondes de tech. Oui. Là, tu vas carburer. Évidemment, tu vas nous raconter à ta manière ce Vivatech, cette édition, cette 10e édition de Vivatech. On va en parler d'ailleurs dans un instant. Ouais. Yves Maître est là aussi. Salut Yves. Bonjour. Comment va Yves Maître? Il revient d'Italie. Il était en Italie pour le travail. Pour le travail. Sans dire. Tu as le droit aussi quand même de passer du bon temps. Yves Maître qui est operating partner chez John Capital, cofondateur aussi de Xunos. Voilà. Ouais. Et puis, rappelons-le, tu as travaillé chez Orange et tu as été le patron aussi de HTC il y a quelques années de cela. Donc tu as vraiment un spectre très large dans la tech. Évidemment, tu t'intéresses beaucoup à l'IA. L'IA, on va en parler d'ailleurs, parce que tu fais un peu le tour du monde de l'IA en ce moment. Tu étais en Chine, c'est un peu ça, oui. C'est un peu Europe, l'IA est présente ici à Vivatech. Enfin bref, on va parler de tout ça. Côte d'Ivoire aussi. Côte d'Ivoire aussi, bien évidemment, avec des messages très forts concernant l'Afrique, qui est très présente ici à Vivatech. Absolument. Mais j'aimerais, si tu le veux bien, donner la parole à Bruno pour débuter. Parce que Bruno, ça fait quelques années que tu viens ici à Vivatech. Ouais. Et tu m'as dit, François, en préparant ce rendez-vous, j'ai un truc à dire. Cette année, c'est pas comme les années précédentes. Non, je tape sur la table. Ne tape pas trop fort, s'il te plaît. Okay. Il faut qu'elle tienne toute la semaine. Bon, OK, je me retiens. Non, mais sérieusement, François, déjà dans cette première journée, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens, beaucoup des étrangers qui viennent ici, et je m'inclus, donc les Canadiens, les Québécois qui viennent ici, mais aussi des gens de d'autres pays. Et ce qu'on me dit, et je pense que les organisateurs de Vivatech devraient prendre bonne note de la chose, c'est que l'an dernier, quand on était de l'extérieur de la France, ça commençait à être difficile de faire des contrats, de faire des partenariats. Et là, cette année, c'est quasi impossible. Pourquoi? Parce que là, vous êtes vraiment en train de mettre en place le tout France ou le tout Europe. Et ce que ça fait, c'est que les entreprises qui viennent de l'extérieur sont presque mal vues. Et là, ce que je suis en train de me dire, c'est que déjà l'an dernier, il y a des entreprises qui me disaient ça coûte cher pour maintenant plus grand-chose. Cette année, tout le monde est en train de se dire oui, c'est intéressant ce que vous faites, mais vous savez, nous, on va prioriser le marché français ou le marché européen. Alors, à force de se faire taper la porte sur le nez, là, cette année, on voit encore beaucoup de pays qui sont présents. Mais là, je me dis, est-ce que c'est le petit canari qui chante dans la mine? Mais c'est un coup de gueule, là, Bruno, que tu nous fais. Oui. Mais est-ce que c'est dû justement à cette volonté de souveraineté, qui est un peu un mot tarte à la crème? C'est galvaudé, là, maintenant. Faut pas se voiler la face. Et véritablement,
enfin, parce qu'il faut qu'on progresse sur certains domaines, Ouais. se refermer, enfin refermer notre coquille, c'est ce qu'il y a peut-être de pire, non, qui pourrait nous arriver. C'est intéressant ce que dit Bruno. Oui, alors c'est intéressant. Moi, j'ai pas, je sais pas. Alors peut-être parce que je suis déjà trop dans ma coquille et que du coup, je vois plus l'extérieur. Mais enfin, je me balade pas mal. À midi, j'ai eu l'occasion de passer un petit peu de temps avec une délégation officielle du ministère, enfin, officielle de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a deux choses, comme tu l'as d'ailleurs très bien mentionné. Il y a le business et il y a la vitrine. Ouais. Alors, le business, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, Vivatech n'est pas l'endroit où on fait du business, n'est plus l'endroit où on fait du business. Okay, c'est devenu un endroit vitrine où on monte un certain nombre de choses. Mais dans cet endroit vitrine, je dirais que contrairement à ce que je trouvais avant, il est plus accueillant. Tu vas retrouver par exemple un grand stand de Taïwan, tu vas trouver même la Thaïlande est présente, tu vas trouver des stands africains, tu as des stands d'Amérique du Sud, etc. Donc on ouvre la vitrine et on ferme en effet un petit peu le business. Ça ne veut pas dire qu'il se ferme complètement le business, ça veut dire qu'il ne se fait pas ici. Okay, je ne vais pas dévoiler des choses que Mistral va dévoiler dans quelques jours, mais Mistral est en train d'augmenter son scope en dehors de France, dans son écosystème, et ça se fait à Paris en ce moment, mais pas sur le salon. Ouais. Mais j'aime beaucoup ta lecture et je te donne raison. Mais ça confirme, c'est ça. Aujourd'hui, je pense qu'une entreprise ou un pays qui veut venir à Vivatech, c'est que pour la vitrine. Si vous voulez faire autre chose, ben vous allez être déçu et vous allez investir de l'argent au mauvais endroit. Cela étant dit, tu as tout à fait raison. Et dans ce sens-là, cette année, déjà l'an dernier, je trouvais que c'était assez Tu l'avais ressenti fort, déjà. Ouais. Mais cette année-là, Vivatech n'a plus rien à envier au CES parce que l'essentiel est ici. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, tu te sens étranger, mais tu es sans doute le plus familier des étrangers, parce que c'est vrai que... C'est le premier ministre canadien qui disait que le Canada est probablement le pays hors de l'Europe qui est le plus européen. Et puis dans mon cas, c'est la même chose. Et tu ne sens pas de différence, c'est-à-dire que même le Canada n'est pas, enfin comment dirais-je, n'est pas considéré comme il devrait être ici. Ben non. Non, et étrangement, moi, j'ai à l'occasion, puis même souvent, j'ai l'impression de ça. Mais quand je parle avec des gens d'affaires, j'en ai rencontré plusieurs là, ce matin, et tout le monde me dit, il y a un intérêt, peut-être pour des partenariats, mais pour acheter à des clients, développer des nouveaux marchés de sa propre poche, là, si on ne fait pas de partenariat, il n'y a plus de marché ici. Non mais Bruno, promène-toi dans Paris, okay, promène-toi dans une ville française. La moyenne d'âge en France, elle est de 43 et quelques, 43,5 ans. Enfin, si je me suis trompé de quelques mois, pardonnez-moi. Okay, quand tu te regardes là dans les allées, si les caméras, si les spectateurs voient derrière nous les gens qui passent, la moyenne d'âge, elle est inférieure à 40 ans ici. Okay, donc c'est bien une vitrine. Il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'ingénieurs. Donc l'intérêt d'avoir un stand, c'est d'attirer des talents, d'attirer, de faire la publicité pour que ces gens-là, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est pour les boîtes françaises, on s'entend. Non, il y a des Américains parce qu'ils ont des filiales ici. Il y a plein de Chinois qui sont là. Parce que attirer aujourd'hui des ingénieurs ou des sociologues ou des plombiers pour faire des data centers, c'est super compliqué parce que c'est plein de plomberies. Oui, mais Yves, malgré tout, on vit une période un peu chahutée avec un contexte géopolitique qui n'est pas favorable à l'ouverture et aux échanges en ce moment. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Non, mais je suis pas tout à fait d'accord. C'est ça qui est intéressant. Je vais te donner ma perspective. Il y a deux pays qui sont capables d'avoir de la souveraineté. La Chine et les États-Unis. Sur toute la verticalité. De A jusqu'à Z, ils peuvent être souverains. Et encore la Chine, sur les chipsets, on voit que c'est compliqué. Aucun autre n'est capable d'être souverain. Tout ce qu'on nous raconte, bullshit, ce n'est pas vrai. Donc ce qu'il faut faire, c'est tisser des alliances, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, où toi, tu vas m'aider là-dessus parce que j'ai besoin de toi, mais moi je vais t'aider là-dessus parce que tu as besoin de moi. Et si tu me lâches la barbichette, je te lâche la barbichette. Okay, donc en fait, la souveraineté dont on est en train de parler, et c'est celle qu'il faut qu'on développe en France, c'est une multi-souveraineté. C'est chacun a des faiblesses, chacun a ses forces. Jouons les forces des uns, jouons et compensons les faiblesses des autres pour qu'on se tienne par la barbichette et que, comme une chaîne, on ne puisse pas casser de maillon. Mais personne en dehors de la Chine, peut-être la Corée du Nord,
Mais je m'en excuse, Mais là, c'est autre chose. je n'y vais pas, je n'y vais pas. Non. Je n'ai pas particulièrement envie d'y aller. Mais le reste du monde doit faire un jeu de chaînage. Et on doit avoir des spécialités de chaînage et s'appuyer sur des forces des autres et qui viennent compenser nos faiblesses. Et c'est ça la souveraineté Ouais. à laquelle on peut prétendre. Mais tu vois, ça, là, je le vois au niveau de l'Europe, mais je ne le vois pas au niveau de la France. Je pense à une entreprise comme Cohere, qui est un peu le OpenAI canadien. Ben, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des partenariats, des ententes avec des Allemands. C'est vrai. Mais en France, ce serait impossible. Pourquoi? Parce que, en fait, ils n'ont pas eu de possibilité d'ouverture avec la France, c'est ça? Ben, ils sont venus à quelques occasions, sauf qu'il n'y a pas ce vent d'intérêt et justement cette prise de conscience que pour être souverain aujourd'hui, là, pour les moyennes puissances, à part des États-Unis et de la Chine, il faut regarder plus loin que ses voisins immédiats. Là. Oui, mais nous, on a eu Napoléon et De Gaulle. Alors évidemment, après, tous les autres, tu comprends. Bon, voilà. Donc, on a quand même, et je suis d'accord avec toi, on a cette culture-là. Mais vouloir faire la France capable de faire tout de A jusqu'à Z, c'est planté. Non, ça c'est malheureux. Mais c'est fini. Ça n'arrivera pas. Mais ça n'arrivera jamais. Ouais. Et plus jamais. C'est comme ça. On est juste 60 millions, ou 61, ou 62, ou 63. Et avec un GDB, ou un PIB qui est juste ce qu'il est. Ouais, qui est très, 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 très honorable pour 60 millions d'habitants. Oui, bien sûr, bien sûr. On se met Oui. bien d'accord. Oui. Mais c'est pas suffisant. Mais on n'est pas dans la cour des grands, des très non. grands. Exactement, oui. Oui, bien sûr. Ouais. Et là, heureusement, avec l'Europe, ben là, vous avez plus de chances. Il faut jouer les cartes. Et si je peux me permettre d'encore lancer l'invitation Mais bien sûr. de mon premier ministre canadien, ben, incluez le Canada là-dedans. Et je le vois, parce qu'il y a énormément d'entreprises françaises qui viennent s'établir au Québec en disant, ou au Canada en se disant, bon, on n'est pas loin des États-Unis, donc on peut faire de la business comme ça. Il y a plein de géants. OVH Cloud, par exemple, en est un, qui vend la souveraineté numérique au Canada et puis qui regarde aussi du côté des Américains. Il y a des joueurs Ubisoft, c'en est un comme ça, et il y a un lien là qui est là. Sauf que cette année particulièrement, on a l'impression que la mentalité par rapport à on achète chez le voisin est en train de se refermer. Là. La porte, les fenêtres commencent à fermer. En tout Oui, cas, mais hélas, le discours politique va malheureusement dans ce sens-là, Ben oui. qui n'est pas le sens de l'histoire, Non. et qui est une voie sans issue. Qui est Et une voie tout sans issue ça, parce qu'on n'a plus la capacité de le faire. Et cela c'est dit, comme tout ça tombe en plein G7, qui est justement une réunion d'ouverture, malgré tout. Oui, entre les pays. on va aller à Versailles ce soir, non? Mais bien sûr. Mais t'as pas remarqué? J'espère que tu as ta table. Ah mais forcément, j'ai mes tables, bien Tu as entendu, tes tables, mais bien sûr. évidemment. Mais je sais pas si tu as remarqué que c'était plus fluide quand il y a les politiques qui sont à Versailles et puis à Vivatech. Oui, c'est ça. L'ambiance est quand même On circule meilleure, mieux. n'est-ce pas? Un mot quand même sur cet événement Vivatech. J'aimerais avoir votre avis à tous les deux. Ça sert à quelque chose, Vivatech? Oui, ben, je reviens à ce qu'on disait. C'est une superbe vitrine au niveau de la technologie. Et particulièrement cette année, moi, j'ai été surpris. Il y a moins de robots que je pensais. Mais de l'autre côté, l'IA est partout. Bon, c'est pas une surprise, on s'attendait. Mais les déclinaisons de l'IA, c'est assez formidable. J'ai même vu un stylo qui fonctionne à l'IA. Ah, il faut le faire. C'est pas vrai. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faisait ce stylo qui fonctionne à l'IA? Ah ben, il arrive à compléter ton travail pendant que tu es en train de le faire. Non, c'est formidable. C'est beau, Ben oui. quand même. Ah, la technologie. J'espère que les élèves, lors de lors d'examen, n'auront pas ce stylo, parce que déjà que ChatGPT est en train de bouleverser Ça va être les l'enfer. contrôles, ça va être terrible. Tu parlais tout à l'heure, tu comparais Vivatech au CES. Oui. Qu'est-ce que tu disais là-dessus? Ben, moi, je disais que cette année, le Vivatech n'a rien à envier au CES parce que Ah bon? l'essentiel des joueurs, ils sont ici. Bon, il faut le dire, hein, ça se passe sur 3 niveaux. Et moi, je suis impressionné. Même par rapport à l'an dernier, je suis impressionné parce que c'est beaucoup plus complet. Il y a comme une logique que je ne retrouvais pas dans l'édition précédente. Et c'est fluide. Et puis la présence internationale, je la sens beaucoup plus cette année que l'an dernier. Notamment toute la présence africaine. Il y a vraiment un bel espace qui est On va en là. parler tout à La l'heure. présence asiatique Bien sûr. qui est là, qui est bien présente, mais on ne se sent pas coincé là-dedans. Non, c'est vraiment c'est une belle réussite. Ouais. Tu comparais Vivatech au CES. Moi, personnellement, non. Je trouve que le CES est au-dessus, parce que c'est vraiment au CES qu'on découvre des nouveautés. C'est un rendez-vous un peu particulier, le CES, où on va dire les grandes marques attendent le CES pour présenter les On choses. s'entend. Je trouve que pour un journaliste, le CES n'a pas d'égal finalement. Mais je voulais avoir ton avis. Non, je pense que c'est gentil, Bruno, de comparer Vivatech au CES.
c'est quand même pas la même taille. Tu vois, c'est un CES au niveau Mais c'est pour ça national. que je parle de l'essentiel. Voilà, J'entends. voilà. Ouais. Mais c'est vrai que toutes les grandes marques sont là, toutes. Et de tous les pays. Il y a des Japonais, il y a bien sûr des Américains, comme je disais, il y a des Africains, il y a des gens d'Asie du Sud-Est, il y a bien entendu des Chinois, il y a des Coréens. Enfin, il n'y a pas une grande marque, il n'y a pas une innovation, il n'y a pas une technologie qui n'est pas représentée. Ouais. Même si le stand, il est 10 fois plus petit que celui qu'il y a au CES. Mais bon, c'est une histoire d'échelle. Mais au ils niveau- sont tous là. Au niveau de la représentativité internationale, moi j'ai l'impression qu'ici, Vivatech peut donner des leçons. Ah non, mais c'est clair. Et puis alors, quelle fierté d'avoir cet événement en France. Mais, Ici, à Paris. mais de toute façon, C'est aujourd'hui- formidable. Non, mais une chose qu'on a bien joué, c'est la fermeture des visas pour plein de gens non américains. Ils ne peuvent plus aller au CES. Ils peuvent déjà même plus, quand ils sont iraniens, avoir un visa pour jouer au foot, aux Ouais. États-Unis. Donc, aller au CES quand on n'est même pas un sportif de haut niveau et qu'on ne vient pas de signer un accord, c'est peu probable. Sauf si tu es un top ingénieur, etc. Où là, Et encore, Et encore, c'est ouais. triste à dire, triste à dire. Même les top ont vraiment beaucoup bah, de c'est mal. pas grave qu'ils viennent chez nous. Et bien justement, ils sont là. Ben Et voilà. c'est justement ça, ils sont là. Et c'est vrai qu'on a su capter tous ces peuples, toutes ces populations qui ont une jeunesse débordante, foisonnante, active, qui a une vraie motivation et qui, eux, commencent pas à pleurer en se disant « Ah, peut-être que l'IA va me faire ci, va me faire ça ». Ils y vont parce que tu sais quoi, quand tu habites en Afrique et que tu n'as pas de visa, que tu peux pas sortir, ta porte d'ouverture, ton visa pour le monde de demain, c'est l'IA, c'est le smartphone, c'est l'intelligence artificielle, c'est tout ça. Et donc eux, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Alors, ils savent qu'il y a des aspects négatifs, mais les aspects positifs sont tellement importants pour eux. Et ce qui est un vrai problème aujourd'hui, parce que le souci inflationniste que nous, on ressent dramatiquement à la pompe, mais le drame pour nous de 50 centimes de plus ou 60, voire même 1 euro sur de la nourriture ou sur des choses comme ça, mais pour eux, 1 euro, c'est ce qu'ils gagnent dans la journée. Donc c'est énorme le problème inflationniste. Donc il y a une nécessité, il y a une obligation pour nous de les aider à avoir accès à ce monde digital. Et si on ne le fait pas, le monde à 2 vitesses, avec tous les dangers qu'ils représentent, parce qu'eux ont 19 ans de moyenne, alors que nous on en a 43, bah, c'est mal barré pour nous. Alors je veux bien qu'on vote qui on veut, et on a le droit de voter qui on veut, et c'est normal. Mais il faut penser que le meilleur moyen pour les Africains d'être heureux chez eux, et donc d'avoir un avenir chez eux, c'est de les aider aujourd'hui Bien sûr. sur le monde C'est digital. vraiment dans l'intérêt de tout le monde Absolument. d'aider cette nouvelle génération-là à avoir les moyens. Puis on l'a vu, hein, il y a 10 ans avec le commerce électronique, il y a eu des pépites qui sont sorties de l'Afrique, l'Afrique subsaharienne notamment. Et moi, je suis fan de ce qui se fait là-bas. Et là, ben, il y a l'IA qui est présente. Et ces gens-là veulent. À un moment donné, il faut leur donner les moyens. Et les moyens, on parlait juste avant d'aller dans l'émission, il y a eu une initiative à un moment donné, les compagnies de téléphone subsahariennes ont dit on va investir dans un téléphone qui va coûter quelque chose comme 30-40 euros. Ben, le problème, c'est que la mémoire, elle est partie en prix de fou. Ils ont dû mettre de côté ce projet-là. Mais imaginez des téléphones à 30-40 euros. Il y a beaucoup, c'est des millions de personnes là, qui se décident d'acheter des téléphones qui sont semi-intelligents, on s'entend, mais qui permettent d'utiliser les services qui sont là. C'est un marché formidable qui se développe. Mais là, on est encore à la bourre parce qu'il manque de moyens pour... Et Yves, d'ailleurs, tu suis cette initiative, tu en fais partie, hein, justement, pour équiper le maximum d'Africains avec des smartphones peu chers. Absolument, absolument. J'étais ce matin avec le directeur général de Landsut, qui dépend du ministère des Télécommunications de la Côte d'Ivoire. Ouais. Ils ont un programme aujourd'hui, 40% de la population a un smartphone. Ils veulent arriver à 80% de la population. Et ils ont lancé ce programme. Parce que s'il n'y en a pas plus, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de s'en offrir un. Mais bien sûr. C'est Mais il y a ça, une- bien évidemment. Pour eux, c'est un passeport, encore une fois. C'est d'abord de la santé, c'est de l'éducation. C'est du business. C'est du business. Et c'est apprendre à lire, c'est apprendre à écrire. Donc pour eux, c'est essentiel. Quand on est dans des régions reculées, il n'y a pas de docteur. Tout ça, il n'y en a pas. Aujourd'hui, s'il y avait l'AI, il y aurait des tas de choses qu'ils pourraient faire.
il y aurait des tas de progrès qui pourraient amener chez eux. Et aujourd'hui, la pénétration du smartphone c'est 40%. Ils veulent arriver en Côte d'Ivoire à 80%. Donc ils vont faire des efforts, ils vont mettre tout un programme en place pour arriver à ces 80%. Et la GSMA donc essaye de les aider. Et en effet, il y a des partenariats. Le ministre de la Côte d'Ivoire est ici en ce moment en France pour signer un certain nombre d'accords. Aujourd'hui, le ministre égyptien de l'Éducation est venu à Vivatech. Il était scotché. Et en sortant de Vivatech, il a dit, parce que j'avais un de mes amis qui était avec lui, qui venait l'accompagner d'Égypte, il a dit, l'année prochaine, l'Égypte prendra un stand à Vivatech. Wow. Voilà ce qu'apporte Vivatech par rapport au CES. Mais tu parles de smartphone, mais est-ce que la couverture réseau est à la hauteur? Parce que c'est bien beau de vouloir équiper tous les Africains de smartphones, mais ils sont dans des régions qui sont parfois reculées. Oui, alors là, aujourd'hui, d'abord, la couverture si je prends la Côte d'Ivoire, elle est à plus de 95%. D'accord. 5%, c'est toujours trop. Donc équivalente à celle de la France. Oui. Mais de toute façon, il y a Starlink. De quoi on me parle? Oui, mais c'est pas aujourd'hui, Starlink, ça va être un village éventuellement qui va. Oui, mais enfin, un village qui fait 500 personnes. Ouais, est-ce qu'ils ont les moyens de s'équiper de Starlink? S'ils n'ont pas les moyens de s'offrir aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de programmes qui fait que, oui, ils ont les moyens. Le problème n'est pas la couverture. Le problème de la couverture, j'ai pas dit qu'il était réglé parce qu'il n'est jamais réglé. Ils n'ont pas, par exemple, la fibre optique. C'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est avoir accès à des devices qui donnent la 4G. Voilà. Ça, c'est le problème aujourd'hui. Et alors, quand tu vas en Chine et que tu essaies de trouver des constructeurs qui essaient de fabriquer des smartphones à 30-40 $, en ce moment, avec ils peuvent plus. L'explosion du prix de la mémoire, c'est plus possible. Non. Quand la première fois qu'on en a parlé, c'est dingue parce que tu nous en parlais il y a quoi? Il y a un an. Il y a un an. Tu caressais le rêve. Je peux donner le prix. Je peux donner le prix parce que maintenant je peux le donner. Il a plus court. Le téléphone le moins cher qu'on avait en 4G avec un écran 4 pouces, c'était 27 $. Okay, wow. D'une société chinoise dont je tairai le nom. Et on va dire que la moyenne était entre 35 et 45 $. Okay, bon. Aujourd'hui, un téléphone qui fait tout, enfin un vrai smartphone. Un vrai smartphone. Sous Android. Un vrai smartphone. Alors, il n'a pas la mémoire qui fait qu'on peut stocker 100 000 photos, etc., etc. Il n'a pas. Bon, mais il fait suffisamment pour qu'un enfant ou qu'un adolescent ou qu'une femme, parce que voilà, puisse accéder à l'internet et bénéficier de 70-80% du monde digital. Ça, c'était il y a un an. C'était au mois de novembre. Je suis rentré le 12 novembre, très exactement. J'ai atterri à Paris le 12 novembre. Okay, donc j'avais ce prix-là dans mon escarcelle. Aujourd'hui, impossible de trouver quelque chose à moins de 50-55 $. Sauf que de passer de 27 à 55, c'est 100% d'augmentation. Et déjà 27, c'était beaucoup. 55, c'est impossible. Mais le problème, il n'est pas uniquement là. C'est que les téléphones qui étaient un peu plus forts, un peu plus costauds, qui étaient eux à 60-70 $, ils passent à 100-120 $. Parce qu'ils ont plus besoin de mémoire que ces téléphones qui étaient d'entrée de gamme. Absolument. Et ça veut dire que ce phénomène inflationnisme est en train de tuer l'entrée de gamme. Et c'est un drame. À l'époque, c'était 1 milliard de personnes. Maintenant, on est en train de passer à 2 milliards de personnes. Donc il y a plein de gens qui avaient un smartphone qui ne vont plus avoir les moyens de se le payer quand il va tomber en panne. Donc il va y avoir une régression digitale. Et donc, quelque part, non seulement on leur ferme les passeports éducatifs pour aller étudier à l'étranger, mais on va leur fermer les passeports digitaux parce que le coût de la mémoire fait qu'ils ne pourront plus remplacer leur acquis. Le problème, Bruno, c'est que finalement, on crée une fracture encore plus grande. C'est ce que j'allais dire. On va priver donc des centaines de millions de gens de smartphones. Et pendant ce temps-là, nous, occidentaux, on va progresser en intelligence artificielle avec toute cette mémoire qui ne va pas dans ces téléphones. C'est un paradoxe effrayant en fait. Mais c'est pour ça qu'il faut trouver des sources de financement pour aider, pour subventionner l'accès à ces appareils-là, parce que sinon on est en train de perdre toute une partie de la population de la planète. C'est devenu très sérieux. À un moment donné, on parlait de l'électricité, on parlait de l'eau, mais là, le numérique fait partie de l'équation. Alors, où j'ai un petit peu d'espoir quand même, parce que on ne peut pas laisser non, bien sur sa fin. Il y a toujours des solutions. C'est plus le smartphone, c'est l'agent phone, où il y a très peu de mémoire et toute la mémoire est dans le cloud. Okay.
Mais pour faire ça, il faut pouvoir faire des clouds ou alors avoir des clouds qui sont à l'étranger, c'est-à-dire en Europe, en Chine, aux États-Unis principalement, ok, ou en Australie. Sauf que c'est juste un petit peu loin du centre de l'Afrique, hein, on se rend bien compte. Donc les petites données, elles vont quand même relativement. Ou alors il faudrait créer des data centers en Afrique. Oui, alors créer un data center électrique, c'est l'électricité. Aujourd'hui, honnêtement, si un gouvernement africain doit faire une centrale thermique au gaz ou éventuellement, pourquoi pas, peut-être un jour nucléaire, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, c'est pas le propos. Mais c'est déjà pour que les gens aient des ampoules, des frigidaires. Et non pas pour alimenter des data centers. Exactement, et pas pour faire des data centers. Mais c'est intéressant parce que dans ce scénario-là, on passe du téléphone et on revient au bon vieux terminal qui va nous donner accès à de l'information. Merci à tous les deux. Passionnant cette discussion ici à Vivatech. Inspirant ce salon. Et ça tombe bien parce qu'on y sera tout au long de cette semaine et même le début de la semaine prochaine. Merci beaucoup Yves Metz. Merci. Merci à Yves et merci à Bruno Guglielminetti. Merci François. Passe un bon salon. On se retrouvera bien évidemment dans tes émissions et un peu partout mon cher Bruno. Vous restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne. On revient dans un instant avec un invité exceptionnel. Le PDG d'ASML sera sur ce plateau. Christophe Fouquet va répondre à nos questions. Et d'ailleurs Frédéric Simotel viendra aussi sur le plateau. Interview donc exceptionnelle du patron d'ASML juste après ceci. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà Tech & Co, la quotidienne depuis Vivatech pour ce 10e anniversaire. Et c'est un invité exceptionnel, Frédéric Simotel, que nous recevons maintenant dans Tech & Co. Oui, nous l'attendions impatiemment. Voilà. Merci beaucoup Christophe Fouquet d'être avec nous ce soir dans Tech & Co. Vous êtes le PDG d'ASML, alors une société qu'on évoque souvent dans cette émission. Une société assez méconnue du grand public, mais qui pourtant, aujourd'hui, fait la pluie et le beau temps dans la tech. Alors c'est une entreprise néerlandaise. Vous êtes un dirigeant français. Vous travaillez, vous êtes ingénieur de formation, vous connaissez bien ce système-là, enfin en tout cas tout ce qui touche au processeur et à la lithographie. Vous allez nous expliquer ce que vous faites. Mais première question, comment présenteriez-vous en fait ASML à des personnes qui n'y connaissent rien en fait dans la tech? Ouais, c'est toujours un petit peu difficile et c'est la raison pour laquelle le nom de l'entreprise n'est peut-être pas très connu du grand public. Je pense que le grand public sait aujourd'hui de manière très détaillée ce qu'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle repose sur des puces électroniques très très performantes et ces puces doivent être créées par des fondeurs, des compagnies comme TSMC. Et là, qui sont à Taïwan, bien sûr. Qui sont à Taïwan, qui peuvent être en Corée, aux États-Unis avec Intel. Et pour créer ces puces, il y a un besoin d'imprimer la fonction logique des puces et c'est la partie que doit faire la lithographie. Donc la lithographie, si vous voulez, c'est comme un projecteur d'une certaine façon qui permet d'imprimer l'information qui va créer la puce très performante sur du silicone. Et depuis plus de 40 ans, ASML a développé des machines très très perfectionnées pour imprimer des, on va dire, dimensions très 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 petites sur du silicone. Et en faisant ça, on permet de créer des puces très très performantes. Dit d'une autre façon, sans les machines ASML, sans les machines ASML les plus performantes, tout ce qui se passe aujourd'hui sur l'AI ne serait pas possible. Donc on est une partie intégrante de l'écosystème de l'AI et c'est pour ça qu'on est très important aujourd'hui. Alors vous parlez d'intelligence artificielle, mais je tiens un téléphone dans la main. Vous êtes dans ce téléphone, c'est-à-dire que sans vous, il n'y aurait peut-être pas cet iPhone qui existerait. Je parle depuis mon PC aussi. Pareil, il y a des composants qui sont fabriqués par justement vos systèmes de gravure ASML. Vous êtes partout en fait. On est à peu près de partout et si vous ouvrez votre téléphone, votre PC, vous allez voir quelques puces électroniques et toutes ces puces ont vu nos machines, on va dire 40, 50 fois parce que le procédé requiert des expositions de plusieurs masses. Donc c'est vrai qu'un téléphone a été en contact avec nos machines de manière très très fréquente. Quels sont vos clients aujourd'hui? Vous en citiez quelques-uns tout à l'heure. C'était SMC, donc qui fabrique
des millions de puces pour à la fois les smartphones, mais aussi les tablettes, les PC. Vous travaillez aussi pour Intel, c'est ça? On a deux types de clients. Donc on a la partie logique, ce qu'on appelle la partie logique. Donc c'est des clients qui créent des puces pour faire du calcul, CPU, GPUs, TPUs, Intel, TSMC, Samsung sont les principaux. Et on a des clients qui travaillent sur la partie mémoire pour stocker de l'information, Samsung, SK hynix, Micron aux États-Unis. Donc ça, c'est les clients les plus avancés. Et au-delà de ça, on a énormément de puces, beaucoup moins avancées, avec des technologies qui sont aussi un peu plus anciennes, mais qui ont besoin aussi de nos machines. Donc des machines moins avancées, mais des machines ASML aussi. Si vous n'existiez pas aujourd'hui, comment on fabriquerait en fait tous les composants électroniques qui sont dans nos appareils? Il y aurait une solution? Il y a une alternative à ce que vous faites aujourd'hui ou pas? Bon, il y a un besoin pour la lithographie. La lithographie est absolument nécessaire pour imprimer le circuit sur le silicone. Donc il y a besoin de lithographie. On pourrait regarder une situation où les machines de lithographie sont moins avancées. Quand on parle d'ASML, on parle beaucoup de EUV. EUV est une technologie qui a été utilisée depuis, on va dire, 2018-2019. C'est extrême ultraviolet, c'est ça? Extrême ultraviolet, donc ça, c'est en référence à la longueur d'onde de la machine. D'accord. 13,5 nanomètres, qui nous permet d'imprimer des choses très 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 petites. Sans cette machine, il n'est pas possible d'imprimer des transistors à des dimensions très petites. L'alternative, c'est d'en imprimer beaucoup plus, donc de remplacer d'une certaine façon la petitesse du transistor par une quantité plus grande. Mais ça crée des problèmes de coût, ça crée des problèmes de consommation d'énergie, de chauffe aussi, de volume, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus difficile, on va dire. Il y a une course aussi, après je laisserai la parole à Fred, il y a une course aussi à l'infiniment petit. Votre unité de mesure, c'est le nanomètre. Aujourd'hui, on est à 1 nanomètre, on peut même, on imagine des finesses de gravure encore plus petites. Pourquoi cette course justement à l'infiniment petit? Alors, pour avoir des puces très performantes, il faut avoir des puces avec beaucoup de transistors. On parle de millions, milliards, trilliards de transistors sur des puces. Pour mettre ce nombre de transistors, il faut être capable de les faire très 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 petits. Donc c'est la course à la petitesse. C'est très important. Et nos machines aujourd'hui, vous parlez de nanomètres, permettent d'imprimer des lignes qui font 8 nanomètres. Pour vous donner une idée, un cheveu humain a une taille de 80 000 nanomètres. Donc la taille des lignes qu'on imprime est, on va dire, beaucoup plus petite, facteur de 10 000 fois plus petite qu'un cheveu humain. Donc c'est le genre de dimension qu'on peut imprimer sur une plaque de silicone. Et quels sont là, ce sont des clients, c'est TSMC ou par exemple, je ne sais pas moi, des compagnies comme Apple ou Samsung qui vous disent, bah tiens, est-ce qu'on peut encore réduire la taille de ces gravures justement parce que j'ai designé un nouveau processeur? Ce sont vos clients qui vous demandent de nouvelles machines de lithographie encore plus fines, c'est ça? Ce sont nos clients et l'industrie depuis, on va dire, 50 ans, peut-être 60 ans, a essayé de suivre une certaine loi qu'on appelle la loi de Moore. Et cette loi requiert que tous les 2 ans, le nombre de transistors dans une puce double tous les 2 ans. Donc c'est un petit peu la mission. Et ces dernières années, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, au lieu d'avoir une demande de 2 fois plus de transistors tous les 2 ans, on a une demande de 10 fois plus de transistors tous les 2 ans. Donc on va plus vite que la loi de Moore. Une accélération énorme de la demande de transistors. D'accord. Donc ça continue à générer une demande très forte sur la miniaturisation des transistors, mais même ça n'est plus suffisant. Donc il y a aussi, on va dire, une course pour l'assemblage de différentes chips ensemble de manière à créer ces performances. Fred? Oui, je reviens toujours dans l'explicabilité de ce que vous faites. Lorsqu'on parle des machines ASML, on est dans des machines gigantesques. Hein. On vous parlait d'imprimante, on est loin de la petite imprimante 3D évidemment. Est-ce que c'est ça? On en parle à chaque fois. Donc ça fait une trentaine de mètres. Il faut 6 mois pour l'emmener sur site, 6 mois pour la paramétrer. C'est ça, c'est aussi long à partir du moment où une entreprise signe le bon de commande. Quel est le délai avant qu'elle réceptionne la machine et qu'elle soit prête à fonctionner? Et même à travers
travers tout ça, après, une fois qu'elle est paramétrée, est-ce qu'il y a beaucoup de déchets? Enfin voilà, racontez-nous. Bon, déjà, la première chose, c'est que pour être capable de faire la machine la plus avancée qu'on fait aujourd'hui à ASML, on a eu besoin d'apprendre pendant presque 40 ans. Donc, d'une manière générale, il est impossible de faire la machine que l'on fait aujourd'hui sans avoir fait la machine précédente et celle d'avant et celle d'avant et celle d'avant. Donc, une accumulation de savoir qui nous permet d'arriver vers cette complexité et ces performances. Donc ça, c'est déjà très important, parce que ça veut dire qu'aussi la possibilité de copier une machine... Le reverse engineering... C'est très, très difficile. La deuxième chose, on va parler taille. La taille d'une machine, c'est la taille d'un bus londonien, en gros. Juste la machine, si on tient en compte toutes les... On va dire, le support autour de la machine, vous pourrez ajouter 2-3 bus. Plus de 20 000 parts. La plupart sont développés spécialement par des partenaires pour cette technologie. Vous l'avez dit, 4 à 6 mois pour fabriquer la machine à ASML. Une fois qu'elle est fabriquée, on la démonte, on l'envoie chez nos clients, on la remonte. Ça prend 3-4 mois encore une fois. Et après une qualification. Donc entre le moment où on commence la machine et le moment où le client commence à exposer des plaques de silicone avec la machine, ça prend à peu près 1 an. Donc cette complexité se traduit dans, on va dire, le knowledge, le savoir, pardon, en français, se traduit dans le nombre de composants qui composent la machine et, je dirais, la partie opérationnelle. Parce que, bien sûr, on a des experts aussi qui sont capables de construire, de démonter, de réparer ces machines. Vous avez signé récemment un partenariat avec Mistral, et Mistral vient vous... même plus qu'un partenariat, puisqu'il y a un investissement dans Mistral. Vous investissez dans Mistral. Vous investissez dans Mistral, et d'ailleurs c'est aux alentours de 1 milliard, 1,4 milliard, je crois, le montant. Et Mistral vient... C'est eux, vous allez utiliser leur IA pour justement améliorer votre process industriel, c'est ça l'idée? C'est exactement ça. Donc, quand on regarde encore une fois la complexité de ce qu'on fait en ASML, l'idée d'avoir une intégration verticale de tous les savoirs est presque impossible. Donc, au lieu de suivre ce modèle d'une intégration verticale, on travaille avec les meilleurs partenaires. Donc, c'est vrai pour la partie, on va dire, hardware. Donc, pour créer une machine, on assemble la machine ASML, on intègre la machine ASML, mais on travaille avec des partenaires comme Zeiss pour l'optique, Trumpf pour la partie laser. On travaillait avec pas mal de sociétés aussi en France pour la partie, on va dire, frame des machines. Et on emmène tout ce savoir ensemble de manière à pouvoir gérer cette complexité. L'IA est très important pour ASML. Nos machines sont complexes, elles génèrent énormément de data. On a 16 000 ingénieurs, on a 4 000 ingénieurs software. L'utilisation de l'AI peut à la fois améliorer les performances de nos produits, mais aussi les performances de notre société. Donc on a besoin de cette compétence, et au lieu d'essayer de développer ces compétences ASML, on a fait le choix de travailler avec Mistral, de manière à apporter, je dirais, une société avec tout le savoir, toute l'expertise, et d'accélérer notre propre, on va dire, voyage sur l'intelligence artificielle. 2 questions, Christophe Fouquet. Combien avez-vous de machines ASML qui fonctionnent aujourd'hui dans le monde et quelle est la durée de vie d'une de vos machines? Parce que c'est vrai qu'il y a une course à l'innovation. Oui. J'imagine quand même qu'il y a une obsolescence qui est relativement rapide, non? Alors, c'est une très bonne question. On a plusieurs milliers de machines et les machines qu'on a commencé à envoyer chez nos clients il y a 30 ans sont encore en opération. Donc c'est, on va dire, un côté assez extraordinaire aussi de ces machines. Elles sont encore en opération parce que même si on a besoin de technologies plus avancées pour travailler sur des puces d'intelligence artificielle, on a encore besoin de technologies beaucoup moins avancées, par exemple pour créer la puce qui va être dans votre four, dans votre frigidaire ou la machine à laver, le micro-ondes, etc. Où là, ça ne nécessite pas de puissance de calcul. Exactement. Donc ces machines, non seulement sont toujours utilisées, des fois elles se revendent. Donc on a aussi un commerce où on rachète et on revend ces machines. Et malgré la complexité de ces machines, on est capable de les faire tourner chez nos clients 95% du temps, sans interruption, et pendant 20, 30 ans, je dirais, de manière à réduire la partie
d'obsolescence de ces technologies. Donc c'est assez exceptionnel aussi d'une certaine façon. Avant de parler de la situation d'ASML qui est vraiment stratégique au cœur de l'Europe, parce que rappelons-le, vous êtes une société européenne, vous-même vous êtes le dirigeant français de cette société. Un mot sur le futur en fait de votre métier. Est-ce que vous arrivez déjà à imaginer à quoi ressemblera l'une de vos machines que vous fabriquerez dans quelques années? On sait qu'il y a énormément de R&D, on sait qu'Apple travaille sur la 4e génération d'iPhone dans 4-5 ans. Vous avez aussi une vision de ce qui va se passer dans votre métier? Nous avons la vision parce que deux raisons pour ça. La première, c'est que le temps dont on a besoin pour développer une machine est généralement 10 ans, 15 ans. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu à notre futur, on essaye déjà de concevoir des produits qui seront utilisés par nos clients, on va dire, après 2035. Ça se passe déjà aujourd'hui à ASML. La dernière machine d'ASML, la machine EUV ANA, a commencé à être designée il y a plus de 10 ans. Et on entre la phase de production chez nos clients. La deuxième raison, c'est que nos clients font la même chose. Donc nos clients nous disent, aujourd'hui on travaille sur 2 nanomètres, dans 2 ans et demi on va travailler sur du 1.4, dans 5 ans on va travailler sur 1.0, et dans 7 ans et demi on va travailler sur du 0.7. Et ils ont déjà une idée assez, on va dire, claire de ce à quoi cela peut ressembler. Et on doit se préparer à être capable de fournir les machines dont ils auront besoin à cette époque. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est ce à quoi ces technologies vont être utilisées. Donc ça paraît un petit peu bizarre, mais l'émergence très rapide de l'intelligence artificielle a été une surprise pour la plupart des acteurs de l'industrie du semi-conducteur. Le iPhone que vous montriez tout à l'heure a été une surprise énorme. Mais c'est la partie aussi, je dirais, très saine. Donc on crée des technologies qui à leur tour créent des opportunités pour des produits aussi innovants que le PC, d'abord l'iPhone et aujourd'hui l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est à l'aube d'une rupture technologique dans la fabrication des processeurs et justement dans votre métier? Et est-ce que le quantique, dont on parle énormément dans Tech & Co, on a d'ailleurs des startups françaises qui sont très en avance dans ce domaine, c'est un sujet qui vous intéresse aussi? Alors la réponse à la première question, c'est non. Je crois que ça fait 50 ans que cette industrie existe et depuis 50 ans, les gens se demandent quand est-ce que cette disruption va venir. Quand on parle avec nos clients, quand on voit ce qu'on fait avec ASML, on a une très bonne idée de ce qui va se passer dans les 10-15 évolution incrémentale, c'est ça? Évolution incrémentale, donc l'innovation continue. La partie quantique est, je dirais, assez perpendiculaire à ce qui se passe sur semi-conducteurs. C'est des applications très différentes, des applications qui vont se tourner sur des calculs très compliqués avec un nombre de variables très important. Ce qui est très différent de ce qui se passe par exemple avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est basée sur énormément de données et un apprentissage sur les données. Maintenant, une combinaison des deux, avec le temps, va certainement se produire. Donc on commence à imaginer des systèmes, on va dire dans 10-15 ans, où on pourrait avoir une partie de quantique et une partie, traditionnelle. Plus traditionnelle, oui. Mais ce n'est pas un remplacement, c'est plutôt une addition sur ce qui est déjà construit. Est-ce que pour vous, le quantique est une vraie révolution? Vous y croyez ou pas? Je pense que c'est une révolution si c'est attaché à d'autres technologies. Quand vous parlez aujourd'hui du quantique aux gens qui font des quantiques, ils ont beaucoup de mal à dire sur quelle application ça va être utilisé. Et je pense que une fois que la technologie est démontrée, un peu plus mature, les gens qui font des applications vont commencer à l'utiliser. Donc je pense qu'à un certain point, il y aura un aspect révolutionnaire, mais jusqu'à présent, ça a été plus une promesse qu'une réalisation. Fred ? Parlons un peu d'Europe et de votre situation sur ce marché. Il y a quelques jours au Financial Times, ça fait beaucoup de bruit cette interview, je pense que vous le savez. Vous appeliez l'Union européenne à favoriser l'émergence de leaders technologiques plutôt qu'à vouloir contrôler les chaînes d'approvisionnement. Vous vouliez dire quoi? Et ma deuxième question, c'est, vous pensez vraiment que l'Europe est capable d'avoir toute une chaîne de valeur sur le semi-conducteur aujourd'hui? Bon, la première chose, je pense que
on se rend compte aujourd'hui que le dialogue entre l'industrie et les gouvernements, ça peut être l'Europe, ça peut être bien sûr les gouvernements français, allemands, etc., est très importante. Et je pense qu'en Europe, par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, en Chine, le dialogue a été assez faible. Et c'est une responsabilité, je dirais, des deux parties, à la fois des gouvernements, mais aussi de l'industrie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de comprendre quel est le rôle et les responsabilités de chacun. Et ce que j'ai expliqué il y a quelques jours, c'est que le rôle des gouvernements européens ou nationaux est de créer les conditions pour l'industrie de manière à ce que l'industrie puisse se développer et puisse être compétitive. C'est doit être un élément très important. C'est pour ça que quand vous parlez avec certains de mes collègues, ils parlent beaucoup de dérégulation, de simplification, de, on va dire, réduction du temps pour obtenir des permis, de flexibilité, etc., etc. Tous ces éléments participent à créer un environnement qui sera favorable à l'innovation, à l'industrie et à la compétitivité de l'industrie. Parce que ce n'est pas suffisant d'innover, oui. Il faut aussi innover plus rapidement et de manière plus efficace que la Chine ou les États-Unis. Le rôle de l'industrie, d'un autre côté, dans cet environnement, est de créer de la valeur et de créer cet écosystème dont vous parlez. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible, mais on va dire aujourd'hui on est assez loin. Donc si on regarde l'écosystème entier pour la partie AI, semi-conducteurs en Europe, par rapport à ce qu'on voit aux États-Unis, par rapport à ce qu'on voit en Chine, il y a beaucoup de cases qui nous manquent. Le marché européen représente à peu près 20% de l'économie mondiale. Pour vous donner un exemple, pour ASML, l'Europe représente 1% de notre business. Quand on regarde les chips, la fabrication de puces avancées, c'est très peu. Oui. La seule usine qui fabrique des puces avancées est en Irlande, elle appartient à Intel. Quand on regarde les applications AI, c'est encore moins. Donc il y a énormément de trous, si je puis dire, dans l'écosystème sur lesquels il faut travailler de manière à construire avec le temps. Et c'est important, ce n'est pas du court terme, c'est du long terme, avec le temps, reconstruire ce tissu industriel. Et vous pensez que c'est possible? C'est possible parce que quand vous regardez les sociétés en Europe, il y a énormément de sociétés avec beaucoup de talent. Nous avons créé ce groupe de Tech Creators. On travaille avec Siemens, Airbus, Nokia, Ericsson, SAP. Je vais en oublier quelques-uns, mais l'interaction qu'on a avec ces sociétés montre qu'il y a un savoir, qu'il y a une capacité à entreprendre qui est très très importante. Donc on a des acteurs qui sont capables de faire ça, mais beaucoup plus d'obstacles pour créer ces champions européens. Et c'est une discussion qu'on est en train d'avoir avec la Commission, avec plusieurs gouvernements nationaux aussi. Est-ce que vous pourriez être un peu on va dire le détonateur de tout ce que vous nous dites en tant qu'acteur européen? Est-ce que vous pourriez être médiateur et détonateur un peu de tout ça pour faire avancer? On essaye. Je pense que l'idée de créer ce groupe de Tech Creators, d'avoir 8 sociétés qui vont ensemble vers la Commission, vers les gouvernements pour expliquer ce qui est nécessaire pour l'Europe, non pas pour nous, parce que on ne va pas de manière individuelle, de manière à défendre notre propre intérêt. Non, nous y allons ensemble avec le message que pour l'Europe, il est nécessaire de changer plusieurs choses. Donc je dirais que c'est une étape. Il est clair qu'ASML comprend, comme je dirais le reste de ces sociétés, que nous avons un rôle à jouer et que nous devons passer beaucoup plus de temps à essayer d'expliquer ça. On n'a pas beaucoup parlé de la Chine depuis le début. Et c'est vrai que la Chine subit, on va dire, des embargos technologiques assez importants, que ce soit aux États-Unis. On se souvient de Huawei qui avait été enlevé de Android notamment. Aujourd'hui, vous travaillez avec la Chine? Nous travaillons avec la Chine sur des technologies moins avancées.
Donc, Parce que vous avez l'obligation de ne pas de leur donner les dernières technologies, je crois. Exactement, exactement. Donc il y a un certain, on va dire, un certain laps de temps entre les machines que l'on envoie en Chine. Les machines que l'on envoie en Chine ont été fabriquées à ASML pour la première fois en 2015, donc elles ont plus de 10 ans d'âge. Depuis ces machines, nous avons créé, on va dire, 7, 8 autres générations de machines. Donc ces machines sont disponibles en Chine et permettent de créer des puces, mais des puces qui sont bien sûr beaucoup moins avancées que les puces que TSMC ou Intel peuvent créer aujourd'hui. Et votre point de vue sur cette interdiction, parce que j'imagine que pour votre business, ce n'est pas forcément très bon, vous respectez cette décision, vous êtes pour, vous êtes contre? L'aspect du business est, je dirais, un aspect court terme. Donc, ce n'est pas une partie très importante de la discussion. Je pense que l'équilibre à trouver entre interdiction et, on va dire, non-interdiction pour ces technologies, c'est de décider, d'essayer de comprendre quel est l'impact de l'interdiction. Donc, quand on interdit une technologie, on motive de manière très forte l'autre partie pour développer cette technologie. Oui, à trouver en fait une autre solution. À trouver une autre solution. Si on garde un certain écart entre les technologies que l'on produit, que l'on fournit à un pays, par rapport aux technologies plus avancées, on crée une certaine gap de génération qui permet d'avoir un avantage technologique, mais qui aussi permet de ne pas motiver peut-être de manière trop forte l'autre pays de créer sa propre technologie. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre. Depuis des années, on va dire, il y a des restrictions technologiques sur la Chine pour beaucoup de produits. Dans la partie semi-conducteur, dans notre élément, je dirais la discussion sur quel est l'espace à autoriser n'est pas encore conclue. On a beaucoup d'entreprises européennes aussi qui sont dans cet écosystème du semi-conducteur. Vous les voyez où, les champions européens de demain en ce moment? Les Soitec, STMicro, Infineon, NXP, XFAB. Ces entreprises vont avoir les moyens de rester dans le jeu aujourd'hui, selon vous? Ouais, je pense que chacune de ces entreprises participe de manière efficace dans une certaine partie de l'écosystème. Donc, elles vont continuer à faire ça. Maintenant, si la question est-ce que ces sociétés vont être capables de se développer au niveau d'une société comme TSMC ou Intel, la réponse est non, parce que l'écart sur ce qu'ils font par rapport à ce que ces autres sociétés font est énorme. Mais je ne pense pas que ce soit aussi leur intention. Donc, pour créer aussi ces champions, il peut y avoir un besoin au départ d'attirer aussi des sociétés étrangères de manière à contribuer à construire cet écosystème. L'idée que l'on doit tout faire de nous-mêmes est assez, on va dire, compliquée. C'est beaucoup trop. Voire irréaliste. C'est très certainement irréaliste. Ce qui est important dans un écosystème, c'est d'avoir assez de compétences, assez de valeur, de manière à ce que quand les discussions se produisent, nous soyons invités à ces discussions. Donc il n'y a pas besoin de tout faire, mais il y a besoin de faire certaines choses de manière unique, de certaines façons à ce que les autres pays ont besoin de nous. Et je pense qu'ASML est un bon exemple de ce côté-là. Christophe Fouquet, merci d'avoir été avec nous pendant cette petite demi-heure dans Tech & Co. Et je suis persuadé que tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent vont considérer leur smartphone ou leurs appareils électroniques totalement différemment suite à vos propos. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de Tech & Co ici à Vivatech. Merci beaucoup Frédéric. Tech & Co Business bien sûr, etc. avec énormément d'émissions. Oui, tout au long de ce Vivatech. Oui. Évidemment. Et vous restez avec nous. Dans un instant, tiens, aussi autre belle boîte française, Amilabs, qui sera avec nous. On va en parler avec son CEO qui sera là, Alexandre Lebrun. Et puis après, on s'intéressera aussi à L'Oréal, présent ici avec beaucoup d'innovation. Tech & Co, la quotidienne, revient juste après cette petite pause. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, merci d'être là. Nous sommes évidemment à Vivatech pour son 10e anniversaire tout au long de cette semaine, demain, jeudi, vendredi
On vous enregistrera une émission qui sera diffusée lundi prochain. En tous les cas, on est très heureux de fêter la tech à la française avec nos invités. Justement, belle boîte française maintenant qui a été hyper médiatisée, qui l'est toujours. Il s'agit de Ami Labs et on va en parler avec Alexandre Lebrun qui est son CEO. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors pour les plus fidèles de Tech & Co, vous avez reconnu Alexandre Lebrun qui était l'un de nos débriefeurs il y a quelques années de cela. Tu venais régulièrement nous voir dans Tech & Co. Tu as travaillé chez Meta au sein de l'équipe de Yann Lequin d'ailleurs il y a quelques années puisque ta start-up avait été rachetée par Meta. Après tu avais créé une autre boîte qui s'appelait Nabia je crois. Et aujourd'hui donc tu as intégré Ami Labs. Est-ce que tu peux nous présenter cette boîte qui est en train de repenser l'intelligence artificielle? C'est assez impressionnant. Explique-nous. Oui, donc Ami Labs, c'est une entreprise assez particulière puisqu'on fait de la recherche. Il y a peu d'entreprises qui font de la recherche assez fondamentale, qui a été autour d'un projet de Yann Lequin, qui est un des parrains, on ne le présente plus, un des parrains de l'IA, qui a passé 13 ans en tant que patron de l'IA chez Meta. Et qui, il y a un peu plus de 6 mois, a décidé de poursuivre un projet qu'il développe depuis 10 ans dans le cadre de sa propre entreprise et non pas chez Meta. Donc Yann est venu me voir, on avait travaillé ensemble plusieurs années quand j'étais chez Meta, et il est venu me voir en me disant Alex, c'est le moment d'y aller, tout converge, on a un truc génial, il faut qu'on le fasse, et on a créé Ami Labs à partir de ça. Ami Labs, donc, avec une levée impressionnante, plus d'1 milliard de dollars, c'était il y a quelques semaines, levée rarissime en Europe, et notamment en France. Ce qui est intéressant, c'est que Ami Labs est en train de revoir la manière dont on considère l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est basée sur du texte. Yann Lequin et toi avez une autre vision en fait de l'IA, c'est ce qu'on appelle les world models. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, si on résume d'abord comment fonctionne l'IA que vous utilisez aujourd'hui, ChatGPT, Gemini, etc., ce sont des modèles de langage. Okay, dans LLM, Large Language Model, on apprend à l'IA à manipuler du texte, du langage. Et finalement, le langage, c'est pas mal, ça décrit le monde. On écrit du texte, nous les humains, qui décrit le monde autour de nous, et on entraîne des modèles qui manipulent ce texte. Ça marche très très bien pour faire des résumés, pour générer du texte, pour aller chercher des informations, pour faire du chat, pour faire des maths, pour faire de la programmation. Le point commun de tous ces domaines, c'est que ça manipule des symboles, des mots, d'une langue par exemple, etc. Et ça marche très bien. Et c'est la base de ChatGPT, de Gemini, de Claude, de toutes les IA génératives qui existent aujourd'hui. Exactement, c'est la base de tout ce qu'on a fait. Mais il ne faut pas oublier, en prenant un peu de recul, que le monde n'est pas que du texte. Un enfant est extrêmement intelligent, beaucoup plus intelligent que ChatGPT, n'a aucune notion, avant un certain âge, n'a aucune notion de langage. Les mammifères ne parlent pas, n'ont pas de langage, sont très intelligents. Donc on a une autre voie qui est de se dire, on ne triche pas. On ne passe pas par le texte qui est une description du monde faite par les humains. On va apprendre directement du monde. On va écouter, regarder, sentir, toucher, faire des choses et voir ce qui se passe et se faire notre propre idée du monde à partir de ça en direct. Donc repartir de zéro, exactement comme un bébé. Un bébé déjà à 6 mois, ça a compris la gravité. Si vous tenez une balle et que vous la lâchez et qu'elle reste en l'air, un bébé de 6 mois, on mesure la pupille qui se dilate, il est surpris. Il se dit waouh, c'est pas normal. Ou alors je suis sur la Lune. Il n'a pas la formule, mais il sait ce que c'est la causalité, la gravité. Incroyable. Et donc les world models, c'est une branche qui n'est pas concurrente quelque part des LLM, mais qui est différente, plus ambitieuse, où on essaye de repartir de zéro et d'apprendre d'abord, comme un bébé, les premiers objets, les règles de base de la réalité, et ensuite de monter dans l'abstraction, en hiérarchie, pour arriver ensuite à des concepts beaucoup plus sophistiqués de société, de culture, mais sans avoir triché quelque part en manipulant du texte. Et c'est vrai que quand on y pense, ça paraît tellement évident. C'est vrai que aujourd'hui, l'humain se sert de tous ses sens. Et donc là, d'après ce que j'ai compris, c'est que l'IA apprendrait avec d'autres sens que l'écrit finalement. C'est-à-dire la vue, le son, peut-être le toucher, l'ouïe, etc. C'est-à-dire en fait recréer un cerveau artificiel, si on va bien voir. Ah oui, c'est ça. Enfin, tous les modèles, quelque part, on essaie de faire un cerveau, mais c'est entraîner un cerveau... En tout cas, un cerveau qui se rapproche le plus du cerveau humain.
Exactement. Alors, il faut rester humble. On ne sait pas exactement comment fonctionnent les détails du cerveau humain. Mais en tout cas, on est sur un chemin d'apprentissage qui semble être plus proche de ce que non seulement les humains, mais les animaux font également. Pourquoi ça, on dit World Model? Parce que justement, il y a tous les sens. Pourquoi ça s'appelle World Model? Alors, ça s'appelle modèle de monde parce que le modèle fabrique une représentation du monde dans son cerveau, dans son modèle. Et c'est ce qu'on a, nous, humains. On peut imaginer une action et prédire quel résultat cette action va avoir. Donc on a un mini modèle de monde dans notre cerveau qui nous permet d'imaginer, planifier, réfléchir à long terme, des choses qu'on ne fait très mal avec l'LM. On fait semblant avec l'LM, mais on ne le fait pas vraiment. Et un LLM n'a pas de représentation du monde. C'est un peu une machine qui détecte un motif et va sortir quelque chose qu'elle allait chercher dans sa mémoire. C'est pour ça que les LLM sont aussi gros, c'est qu'ils sont obligés de mémoriser en fait presque tout. Donc voilà, ça s'appelle un world model parce que le modèle, entre autres, apprend une représentation du monde en interne. Il y a un aspect philosophique, je trouve, dans tout ça, et notamment l'instinct, parce que tout à l'heure tu parlais des animaux justement, qui arrivent très vite à évoluer dans leur environnement. Les bébés qui, dès quelques mois, quelques semaines, ont déjà on va dire des connaissances. Est-ce que c'est pas l'instinct, ça? Et est-ce qu'on peut donner de l'instinct, finalement, à une intelligence artificielle? Alors c'est une question très ouverte. Qu'est-ce que c'est l'instinct? Il y a des scientifiques qui pensent que l'instinct n'est pas dans le cerveau, mais par exemple, on a des neurones, en fait, par exemple, dans l'intestin, enfin c'est pas l'intestin exactement, mais dans le microbiote. On a aussi, mais plus que le microbiote, en fait, on a un système nerveux qui n'est pas uniquement dans le cerveau, et peut-être d'ailleurs en anglais on dit gut feeling pour dire l'instinct de quelque chose. Donc oui, peut-être que l'instinct n'est pas uniquement du raisonnement et qu'on va se rapprocher de quelque chose qui donnera ça avec les techniques d'apprentissage qu'on utilise, qui reposent énormément sur les sens et pas sur des symboles abstraits. Est-ce qu'on sait déjà, avec cette IA qui est très ambitieuse, qui est, enfin vraiment là on touche à la science-fiction, est-ce qu'on sait à quoi elle peut servir? On a déjà des exemples? Alors on sait, non seulement on sait, mais beaucoup de gens attendent qu'on le fasse parce qu'ils en ont besoin. Aujourd'hui, l'IA est utile dans tous les domaines où vous avez du texte et de la langue, ou du langage oral, ou de la langue en fait. Et également dans les maths, dans la programmation, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, on essaye par exemple de mettre des robots dans des environnements plus ouverts, dans un foyer ou dans la rue, dans un environnement ouvert. C'est impossible de faire ça sans donner une sorte de sens commun, quasiment de culture générale en fait, de sens commun à ces robots. Sinon, ils vont être dangereux, ils vont pas savoir quoi faire, ils seront inutiles. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, les robots qu'on voit. Ils apprennent des mouvements de danse, chorégraphie parfaite, mais ils ne peuvent pas faire face à une situation nouvelle. Bien sûr. Voilà. Donc en fait, c'est juste un exemple. Donner un cerveau doté d'un sens commun qui permet à ces robots de savoir comment se comporter dans ce qu'on appelle le zero shot learning, c'est-à-dire je vois une situation que je n'ai jamais vue dans mon apprentissage. Nous, humains, on sait quoi faire, mais les modèles actuels ne savent absolument pas quoi faire s'ils n'ont pas vu 1000 fois les choses se produire dans leur apprentissage. Donc c'est un exemple d'application. Tu as dirigé une start-up qui s'appelait Nabla il y a quelques temps de cela, qui est dédiée à la santé. Est-ce que la santé va bénéficier aussi des World Models, à ton avis? Absolument, et d'ailleurs Nabla se porte très bien et est le premier partenaire de Amilabs, donc j'ai mes deux bébés ensemble. Qui sont ensemble en appliquant l'IA pour la santé chez Nabla, on a vu le succès que ça avait. En fait, on a changé la vie des médecins en automatisant les tâches administratives, donc de dossiers, d'assurance maladie, tout ce qu'ils ont à faire, qu'ils détestent faire. Mais quelque part, c'est difficile d'aller plus loin. Et ça, c'est pas un hasard. Ce sont des choses qui marchent, qui sont du texte en fait, du langage, ou des formulaires. Voilà, c'est du langage. Et quand on cherche à aller plus loin dans l'IA pour plus aider encore les médecins, on se heurte à une barrière. Les modèles actuels ne fonctionnent plus, en fait, ne sont pas assez fiables. Il y a des hallucinations, ils sont perdus. Et donc, avec Nabla, j'étais dans la meilleure position possible pour comprendre pourquoi on avait besoin de quelque chose de différent. Et je pense que les World Models vont permettre de la santé en particulier de dépasser ce qu'on sait faire actuellement. Alexandre Lebrun, quand on parle de toute cette intelligence artificielle,
générative. Il y a le Graal qu'évoquent tous les géants de l'IA, c'est l'IA générale, qui serait une intelligence quasi humaine et qui pourrait réagir dans n'importe quelle circonstance. Est-ce que justement les World Model et Ami Labs va accélérer cette IA générale? C'est l'objectif aussi? Alors, le concept d'IA générale, c'est en train de passer de mode. C'est vrai qu'on en parle moins. On en parle moins. Dans l'IA, on lance des trucs, Ouais. on lève des milliards, et puis après On en parle moins, à les... ton avis, parce qu'on se rend compte que c'est impossible avec les LLM traditionnels? En fait, on a déjà un problème de définition. Turing, en 1950, a défini l'IA générale comme réussir à faire un chat sans que l'humain se rende compte qu'il a une machine en face de lui. C'est pas une bonne définition, en fait. On le voit aujourd'hui. On pourrait ChatGPT peut faire semblant pendant très longtemps, se faire passer par un humain, et finalement, il y a plein de choses qui fait très mal. Donc, je crois qu'on est arrivé au bout de la définition de l'AGI, de l'insuffisance générale. C'est assez contesté en fait. Est-ce que c'est vraiment utile? La question c'est plus est-ce que c'est utile et comment le définir plutôt que est-ce que c'est possible. Avec les World Model, on essaie plutôt de faire plein d'intelligence non générale, spécifique, mais très très utile, y compris dans les situations nouvelles. Donc on sort un peu de cette définition de l'IA générale. Petite question sur le making-of de tout ça, les World Model. Ça veut dire qu'il va falloir que vous récoltiez des données sonores, visuelles, tactiles, d'odeur aussi. Comment ça se passe en fait? En fait, c'est un travail qui est titanesque. Oui, alors on repose beaucoup sur les données vidéo, entre autres. Donc il y a beaucoup de données vidéo dans le monde. Un enfant, dans ses 4 premières années, en fait, reçoit plus de data via ses yeux que l'ensemble de l'Internet mondial aujourd'hui en texte. Donc il y a beaucoup plus de densité d'informations dans l'information visuelle. Donc on a des problèmes différents des boîtes de LLM. Donc en fait, votre IA est en train d'ingurgiter des milliers d'heures de vidéos, c'est ça? Des siècles de vidéos. Des siècles de vidéos. Pour, encore une fois, comme un enfant, observer, petit à petit faire sens des différentes choses qu'on voit et petit à petit construire sa hiérarchie de concepts à partir de ça. C'est ce qu'on appelle de l'apprentissage non supervisé, parce qu'on ne dit pas au modèle voilà ce que tu dois faire, on lui dit juste voilà 1 milliard d'heures de vidéos, qu'est-ce que tu en retires? Quand est-ce qu'arriveront les premiers tests en fait d'Ami Labs, en tout cas que vous rendrez public? Alors on parle déjà avec des partenaires qui sont des industriels, des sociétés qui ont par exemple des robots ou des industries, ouais. des machines qui n'ont pas trouvé de solution dans les modèles actuels, dans les LLM, et qui nous posent des problèmes bien précis qu'ils voudraient résoudre. Le premier test, ce sera le jour où on leur apportera un modèle qui remplit leurs besoins. Mais c'est quoi? C'est dans 6 mois, 1 an, 2 ans? On a une idée un petit peu du temps là? Dans la recherche, il faut rester humble parce qu'on a des problèmes on ne sait pas encore quel problème on aura, qu'il faudra résoudre. C'est pas 10 ans, c'est pas non plus quelques semaines, c'est entre les deux. On reste humble par rapport à ça, mais c'est un horizon raisonnable. Dernière question liée à cette ambiance de Vivatech, c'est la souveraineté. Ami Labs est une boîte française dirigée par des Français. C'est encore une fois on va dire la démonstration du savoir-faire français dans le domaine de l'intelligence artificielle. On a raté en Europe plein de trains. J'ai arrêté de les compter, y compris dans les LLM où on essaie de rattraper un peu. Alors qu'on a les talents et on a l'électricité. On a les deux composants de base si on redescend tout. C'est d'autant plus rageant. Donc voilà, donc essayons cette fois. Alors Ami est une boîte européenne, on est global, on a des équipes à New York aussi, à Montréal, à Singapour. On ne peut pas être souverain en étant enfermé chez soi. Si on veut vraiment être souverain, il faut être fort, et pour être fort, il faut être global. Surtout dans un monde où les choses ambitieuses sont soit américaines, soit chinoises, ça a une grosse valeur d'être non aligné quelque part. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà, il n'est pas trop tard pour essayer d'être vraiment en avance sur quelque chose. Voilà, message plein d'espoir et on va suivre évidemment avec beaucoup d'intérêt la progression d'Ami Labs. Merci beaucoup Alexandre Leblanc, CEO donc d'Ami Labs. Merci beaucoup. Merci. Tech & Co, la quotidienne, toujours ici à Vivatech. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà, Tech & Co, la quotidienne, pour terminer ce premier numéro depuis Vivatech, à l'occasion du 10e anniversaire de Vivatech. Et bien, on va parler beauté
beauté, intelligence artificielle avec un acteur majeur dans ce domaine, c'est L'Oréal. Et je suis ravi d'accueillir Mathieu Cassier. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la transformation et du digital et de la recherche chez L'Oréal. Absolument. L'Oréal qui est on va dire un fidèle de Vivatech. Vous êtes là quasiment depuis le début. C'est ça, depuis le début. Pour justement expliquer que votre métier, c'est avant tout de la recherche, de la technologie et aujourd'hui de l'intelligence artificielle. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, vous êtes un secteur aussi qui est bouleversé par l'IA, c'est ça? Absolument. Le secteur de la beauté, de la cosmétique en fait. Ouais. Bouleversé et en même temps c'est un peu la continuité de notre histoire. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de L'Oréal, mais c'est vrai que depuis le début on fait de la science, ça fait 115 ans qu'on fait de la science de la beauté. Mais finalement l'IA c'est aussi de la science, donc c'est la continuité pour nous. C'est vrai que ça réinvente profondément la façon dont on fait cette science, cette recherche. Alors ce qui est intéressant c'est que l'IA et l'innovation elle est un peu partout. Ouais. Dans la manière dont vous recherchez de nouvelles molécules pour avoir des meilleurs produits, dans du hardware aussi, c'est ça qui est intéressant. Absolument. Et même dans la personnalisation. Racontez-nous un petit peu les différents chapitres de l'IA dans votre secteur. Absolument. Je peux vous expliquer un peu la genèse d'un produit. C'est d'ailleurs moi ce que j'ai fait, ça fait 20 ans que je fais de la recherche chez L'Oréal, je suis un chimiste, formulateur. Et c'est vrai qu'on a une spécificité chez L'Oréal, c'est qu'on invente des molécules. Donc ça, c'est vraiment notre savoir-faire. On a plus de 700 chercheurs en recherche avancée. Vous connaissez Anne, je crois que vous l'avez rencontrée, Anne Colonna. Anne Colonna, oui, qui est directrice de la recherche avancée chez L'Oréal, absolument. Et donc ces équipes, ensemble, on développe des nouveaux modèles d'intelligence artificielle pour mieux connaître la peau, le cheveu, et donc développer des nouvelles molécules. Bon, je vais vous donner des exemples très concrets. Et d'ailleurs, on les voit sur Vivatech. On a deux modèles très importants, un modèle de cheveux et un modèle de peau. Modèle de cheveux, c'est finalement un jumeau numérique du cheveu qu'on a été capable de constituer. Donc c'est beaucoup de modèles, beaucoup de mathématiques qui permettent de représenter en 3D le cheveu et tous les types de cheveux, du cheveu le moins curly jusqu'au cheveu le plus bouclé. C'est compliqué de reproduire un jumeau de cheveux? Ça nous a pris plusieurs années, ça nous a pris 3 ans pour arriver à avoir un tel niveau de fidélité. Et ça permet effectivement d'avoir tous les cheveux dans tous ces états, et puis aussi de l'entremêlage entre ces cheveux, et puis surtout de l'application des molécules. Donc ce qu'on fait sur ce jumeau numérique, on passe en revue des polymères. Par exemple, on a passé plus de 1000 polymères cette année en revue, ça nous permet de choisir les meilleurs polymères. Ensuite, bien sûr, on les teste et on les met dans des formules. Alors, ces formules vont servir à quoi? Des shampoings, des après-shampoings, des soins pour le cheveu? Absolument. C'est ça, pour améliorer en fait l'efficacité de vos produits? Tout à fait. Quand vous mettez un shampoing, vous voulez bien évidemment que ça lave, mais vous voulez aussi qu'il y ait un effet conditionneur sur le cheveu. Oui. Et donc on développe des polymères qui sont de plus en plus performants pour améliorer parfois le démêlage même des cheveux. Et c'est grâce à ce jumeau numérique qu'on arrive à avoir des formules toujours meilleures. Et est-ce qu'il existe aujourd'hui des soins du cheveu qui ont été développés grâce à ces jumeaux de cheveux déjà? Absolument. Ils sont déjà dans le commerce? Absolument. On a développé des molécules qui nous permettent, l'aminexyl regen par exemple, c'est une molécule qui favorise la repousse des cheveux et elle a été développée grâce à ces jumeaux numériques du scalp, du cheveu. Absolument. Et elle est déjà commercialisée? Elle est déjà commercialisée sur le marché. Absolument. Ça c'est le premier exemple donc du jumeau cheveux en quelque sorte. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous? Jumeau peau. Le jumeau peau, ouais. Il doit être un petit peu plus complexe. Alors il est beaucoup plus complexe. C'est pour ça que le jumeau peau, on le fait par territoire. Je vais vous prendre un exemple, la longévité. Alors la longévité, c'est un grand territoire dont tout le monde parle d'ailleurs. Pour la peau, ce qu'on a pu faire, c'est identifier tous les biomarqueurs de la longévité. Il y en a 267. Donc c'est vraiment là où l'actif doit aller cibler pour améliorer votre longévité. Alors je vais vous prendre un exemple très concret. Quand vous parlez de longévité, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour avoir une peau longévité, ça veut dire plus jeune, une peau plus longtemps en bonne santé. D'accord. Si j'essaie de le faire simple. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est pas qu'un aspect esthétique. Non, absolument pas. Ça peut être aussi pour prévenir certaines maladies de peau, pour avoir une meilleure hydratation, pour avoir bien évidemment différentes disparitions de rides ou en tout cas atténuation des rides. Donc c'est tous ces mécanismes qu'on va aller attaquer par la longévité. En fait, c'est des biomarqueurs parce que ça s'appelle le Longevity Cloud. C'est un graphe de connaissances qui rapatrie toutes les connaissances publiques et celles qu'on a bien évidemment chez L'Oréal, sur ces biomarqueurs. Et donc ce que fait maintenant un chercheur dans l'équipe d'Anne par exemple, le matin, plutôt que de lire des publications toute la journée, il va naviguer dans ce graphe de connaissances et pouvoir tester toutes les molécules pour s'assurer qu'elles agissent bien sur les bons marqueurs. Et puis ensuite on va les mettre dans les formules. Mais c'est exactement comme ça par exemple qu'on a développé ce produit. Donc je vous raconte l'histoire. Ce produit-là, il agit justement sur la longévité de la peau. Et il y a une molécule à l'intérieur très puissante qui s'appelle l'urolitine A. Vous pourrez chercher sur OpenAI, ChatGPT ou les autres. L'urolitine A. D'accord.
en nutrition alimentaire parce qu'elle agit en fait sur la mitochondrie. Alors pareil, on va faire simple. Mitochondrie, c'est les petites centrales électriques dans vos cellules. Et quand on vieillit, elles deviennent de moins en moins efficaces. Grâce à cette molécule, on les réactive. Tout ça, c'est ce qu'on a pu trouver grâce à notre Longevity Cloud. Est-ce que vous pouvez remonter votre main sur le micro parce que ça fait des interférences un petit peu plus haut. Voilà, on est nickel. Je vous dis pas. Alors là, c'est un autre sujet. Les ondes ici, il y en a énormément. Donc, il faut être quand même assez vigilant. Et donc, allez-y. Et donc ça, c'est ce qui nous permet de trouver la molécule. Une fois qu'on a la molécule, il faut la mettre dans une crème, dans une formule. Donc pour ça, on passe à d'autres modèles. Et là, je peux vous parler de 2 partenariats qu'on a, Nvidia et IBM. Donc là, on pourrait se dire, mais Nvidia... Et on se dit L'Oréal avec Nvidia et IBM. Ça paraît bizarre. Pourquoi, en fait? Ouais, ça paraît bizarre. Ce qu'on fait avec Nvidia, c'est de la simulation d'interaction entre les molécules. Encore une fois, on va faire simple. Une fois qu'on a trouvé cette molécule, il faut la mettre dans une composition assez complexe pour avoir... La cosmétique, c'est aussi une histoire de sensorialité, de plaisir. On a envie d'appliquer la crème. Et donc, le modèle d'Nvidia, il s'appelle Alchemy. Et Alchemy, ça nous permet de simuler le comportement de ces molécules entre elles. Donc ça, c'est vraiment encore un stade assez avancé de la recherche. Et puis après, à la fin, il faut trouver la meilleure combinaison de ces 30 molécules, par exemple. Et donc ça, c'est une équation très complexe. C'est à peu près comme si je vous demandais d'aller explorer toutes les étoiles de l'univers. C'est aussi complexe que ça de faire un produit cosmétique, on n'imagine pas. C'est pas lancer une fusée, mais presque. Et donc, ce que nous permet de faire le modèle qu'on développe avec IBM, là, c'est notre propre langage, modèle de langage. Oui. C'est un langage qui parle de la formulation. Donc, si je prends ChatGPT, il connaît les mots, il fait des paragraphes, il fait des textes. Nous, on connaît les matières premières, on fait des formules et on prédit la sensorialité. Et ça, c'est notre modèle propre qu'on développe avec les équipes d'IBM. Et ça vous permet quoi? De développer plus rapidement? Exactement. En fait, il y a 2 enjeux, enfin même 3, je vais dire. Ça permet de développer plus rapidement, donc ça permet d'être en connexion avec les tendances du marché, ce qui est très important, notamment en maquillage, comme vous pouvez l'imaginer. Ça nous permet de développer des produits plus performants. Donc ça, c'est aussi, on n'aurait jamais pu créer cette crème il y a 3 ans ou il y a 2 ans. C'est-à-dire que sans l'intelligence artificielle, non, on n'aurait pas cette crème et ce composant n'auraient pas pu exister. Absolument. À la fois la molécule et en même temps la texture qui va avec. D'accord. Et puis le troisième aspect, c'est l'aspect durable de nos formules. Parce qu'à chaque fois, on se réinvente sur le type de matière première. Et comme on veut avoir des matières premières qui sont de plus en plus issues de la nature, de plus en plus biodégradables, à chaque fois, on progresse sur ce territoire grâce à l'intelligence artificielle. Alors, vous êtes venu avec d'autres... je pense qu'il y a des... Ça s'applique pas, effectivement. Ça s'applique pas. Il y a aussi d'autres produits solaires. Ouais. Ça tombe bien parce que vu la canicule c'est ce que actuellement... Là, c'est presque un cadeau plus pour vous. Et le soleil, c'est pas mal. Mais quel est ce produit? Enfin, vous pouvez nous parler des deux, oui. Alors, je peux plus rapidement sur la continuité de celui-ci. Le produit solaire comme celui-ci, je peux prendre cet exemple. En termes de complexité technique, et j'ai moi-même formulé des produits solaires, pour moi, c'est ce que j'ai trouvé de plus difficile à fabriquer, à créer. C'est simple parce qu'on a un bénéfice qui est bien évidemment la protection solaire. Et donc là, vous avez par exemple un filtre qui s'appelle UV 1400 que seule La Roche-Posay a, qu'on a développé, qui est unique. D'accord. Mais là, il y a une phrase que disent les docteurs, c'est la meilleure protection solaire, c'est celle que les gens appliquent. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit vraiment agréable à appliquer. Vous avez peut-être des enfants, vous voyez ce que c'est sur la plage que d'appliquer des produits solaires. Et donc pour développer un produit solaire, peut-être encore même plus qu'une crème de soin, nos modèles par exemple d'intelligence artificielle qu'on développe avec IBM, ils nous permettent d'avoir des textures inégalées et à des coûts qui sont tout à fait compétitifs aussi pour nos consommateurs. Donc c'est à peu près la même histoire de création des produits, mais je pense que le produit solaire, et vu la température qu'il fait, est un bon exemple. Donc ça veut dire que finalement, grâce à l'IA, vous avez sorti des produits qui vont nous empêcher d'avoir des coups de soleil. Ça c'est sûr. En tout cas, ça va un peu plus loin que le coup de soleil. Ça c'est peut-être, on peut faire 30 secondes d'éducation sur les rayons du soleil. Et d'ailleurs c'est écrit sur le pack. Il y a les UVB et il y a les UVA. UVB, coup de soleil. Coup de soleil, in fine, c'est pas le plus grave. UVA, c'est plus grave parce que c'est vieillissement et c'est cancer. Et donc l'UV 1400, c'est le seul filtre solaire organique qui permet d'aller jusqu'à 400 nanomètres. Donc qui permet de couvrir tous les UVA et les UVA longs. C'est pour ça que ce produit est si particulier. Alors, montrez-nous maintenant ce produit, parce que ce qui est intéressant, et on vous voit souvent au CES de Las Vegas présenter de nouveaux produits, qu'est-ce que c'est que cet appareil? Alors ça, effectivement, sur le plateau. on peut se poser des questions. Il est écrit Lancôme dessus, ça ressemble à un outil de diagnostic, et c'en est un. Alors, pour tous ceux qui sont avec nous à la radio, on dirait une petite caméra. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est ça. L'enjeu, alors pareil, là c'est une phrase qu'on répète beaucoup, mais pour nous, la meilleure personnalisation, on a tellement d'offres sur le marché que c'est déjà un bon diagnostic et une bonne recommandation. Et nos outils de diagnostic, ils nous permettent de faire ça. On en a plusieurs sur Vivatech. On a des outils de diagnostic du scalp avec Kerastase qui s'appelle Kescan.
Celui-ci, c'est un outil de Lancôme qui s'appelle Use Finder et qui nous permet de faire un diagnostic de peau. Là aussi, la technologie évolue très vite, nos algorithmes évoluent très vite. Ça, c'est vraiment notre dernier modèle qui permet d'être très précis sur beaucoup de paramètres de peau. Bon, je ne sais pas si on se fait un diagnostic ensemble live ou pas. On pourrait le faire. Ça prend pas beaucoup de temps. Il nous reste 1 minute 30, ça va être compliqué. Bon, alors on va pas pouvoir le faire. Mais en gros, il va scanner ma peau. Absolument. Et qu'est-ce qu'il va donner ? Endroits, on va regarder le front, on va regarder les pas de doigts, on va regarder ici et on va regarder la joue. Et ça va permettre de regarder l'hydratation, les rides, les taches, la fermeté de la peau. Et ensuite, ça, c'est une vraie aide pour la conseillère de beauté. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de donner aux professionnels, conseillères de beauté, coiffeurs, dermatologistes, dermatologues, de leur donner vraiment des outils qui leur permettent de recommander, de mieux comprendre le consommateur et de recommander les bons produits. Donc en fait, cet appareil ne sera pas fourni au grand public. Ça va être des boutiques. Exactement, point de vente, voilà, et puis coiffeurs pour les autres. Exactement. Mais est-ce que demain, cet appareil ne peut pas faire ça ? Absolument. Ça fait partie de ce qu'on développe. Donc peut-être que demain je téléchargerai une appli. Ouais, je pourrais faire moi-même mon autodiagnostic. On l'a déjà sur par exemple la partie acné. Chez CeraVe par exemple, on développe ce genre d'application. Et puis vous avez peut-être vu, on a fait un partenariat avec OpenAI aujourd'hui, on l'a dévoilé. Ouais. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des modèles et on veut les mettre à disposition dans les chats GPT, Gemini de demain, pour que le consommateur, dans son chat GPT, puisse avoir un diagnostic de qualité. Eh bien, merci beaucoup Mathieu, c'est très intéressant. François. Mathieu Cassier, directeur de la transformation et du digital et de la recherche chez L'Oréal. Pour terminer ce premier Tech & Co, la quotidienne, depuis Vivatech, ici à Paris, porte de Versailles. La bonne nouvelle, c'est qu'on sera là demain avec encore des invités prestigieux. Vous avez raté le début, notamment notre interview du patron d'ASML tout à l'heure. Pas de problème, vous avez les replays et les podcasts qui vous attendent. Un grand merci et à demain soir, 19h30. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.